Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien? Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité, pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs et bien-être. Poursuivons notre conversation passionnante avec Nicolas Beaulieu. Là, on va faire un stop chez The Alchemist Atelier. Donc, tu as fait partie de cette aventure, The Alchemist Atelier, avec Fanny Ball et Juliette Karagezoglou. Oui, pardon. Karagezoglou. On va s'excuser. Juliette, tu m'excuses, j'écorche ton nom. Donc, deux parfumeurs IFF. Et donc, vous avez tous les trois travaillé sur les différents accords de cette bibliothèque olfactive. Comment s'est déroulé le développement ? C'était un projet totalement novateur. C'est la première fois, en fait, qu'on développait des parfums qui étaient créés pour être des parfums sur mesure. Donc, ça a été un partenariat avec Puig, un projet vraiment commun, où depuis le début, dès la conception du projet, on a travaillé ensemble, parfumeurs de chez Puig et parfumeurs de chez IFF, pour vraiment trouver le concept qui serait le plus adéquat pour ce projet de rendre accessible la parfumerie sur mesure au plus grand nombre. C'était génial parce que tout ce genre de projet, en fait, c'est tellement nouveau et c'était une première. Donc ça, c'est toujours très, très excitant. Oui. Par contre, c'était pas simple. Ça a été un développement quand même assez long et compliqué parce que multiple. C'est-à-dire, c'est combien de temps ? On a dû travailler, je me souviens plus, mais bien 2-3 ans, je pense, assez à fond quand même sur ce projet. Donc, ça a été assez intense. Oui, en fait, c'était pas très long finalement entre l'idée initiale et le lancement du produit. Je pense que l'exécution a été assez rapide, mais par contre, c'était très intense en termes de développement. Tu vois ce que je veux dire ? On a été tous très mobilisés sur ce projet. Donc voilà, mais après le déroulement c'est super bien passé parce que pour le coup, c'est vrai que chez IFF, tu me demandais tout à l'heure, un des trucs que j'aime, c'est le travail en équipe. Et pour le coup, pour ce projet, c'était encore plus que du travail en équipe. C'était de la symbiose entre nous trois parce qu'il fallait que toutes les créations, donc on a créé 16. Donc, en fait, j'allais te demander quelle était la place de la créativité. Alors, c'est vraiment une créativité d'équipe en termes de concept de projet. Et après, en termes, il fallait vraiment que les créations de chacun puissent s'accorder harmonieusement et fonctionner ensemble. Donc, on a travaillé ensemble pour rationaliser notre palette, que tout soit logique et harmonieux. Et après, il fallait bien sûr tout tester. Donc, on a vraiment, encore plus que du travail d'équipe, c'était une espèce de symbiose entre nous trois. Et je trouve que ça se ressent dans le projet parce que tout marche tellement bien les uns avec les autres. Pour ça, c'est une belle réussite, je pense. D'accord. Et alors, combien y a-t-il d'accords au total ? Alors, on a développé 16 bases. En fait, ce qu'on appelle des bases, ce sont des structures qui correspondent aux grands archétypes de la parfumerie, donc les fougères, les bouquets floraux, les eaux fraîches, les chypres par exemple, et 18 accords. Donc les accords, pour le coup, ce sont des notes beaucoup plus simples, un bois, une fleur, un fruit, une épice, et à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir assembler toutes ces bases et ces accords pour que ça s'accorde harmonieusement. D'accord. Alors, j'ai envie de te dire, quelle a été la partie la plus compliquée ? La partie la plus compliquée, ça a été justement d'arriver à ce que tout fonctionne
comme tu le sais, le métier de parfumeur, c'est quand même un métier très complexe. On en a parlé, l'apprentissage est très long. Le développement d'un parfum est quand même très très long en général. Ça nous prend des mois, voire des années Oui. pour arriver à notre but, malgré toute notre expérience. Et là, l'idée, c'est quand même de pouvoir jouer, entre guillemets, avec toutes ces bases et ces accords, et qu'à chaque Mhm. fois, le résultat soit harmonieux, donc juste en quelques essais. Donc, c'est vraiment là la complexité, c'est d'arriver à apporter de la création, parce qu'il faut évidemment pas seulement que ça soit bon, Tout à fait. mais que tout ait un impact olfactif et une signature, et en même temps que ce soit harmonieux. Et ça a été vraiment la complexité, qu'on ne retombe pas sur des accords qui soient dissonants, par exemple. Donc, ça a été un gros travail de fond là-dessus. D'accord. Et alors, quels sont pour toi les plus innovants, ceux dont tu es le plus fier quelque part? Oh, les plus fiers, oh, c'est dur parce que je les aime tous, ils ont tous représenté pas mal de travail. Moi j'aime beaucoup la note fruits rouges parce que je la trouve hyper addictive, très pétillante, ça m'évoque un peu la grenadine, donc on retrouve à la fois de la framboise, on retrouve du litchi, on retrouve du cassis, et du coup ça fait cette espèce de fruits rouges très marqués et très addictifs. Voilà. Mais ils sont tous super intéressants. Poursuivons avec la note création-créativité. Eh bien, au fait, dans quelle tenue vestimentaire crées-tu? Eh ben, ça dépend des jours, mais en général, ça oscille entre jean polo, par exemple aujourd'hui c'est jean polo, à chino chemise, quoi. Je suis pas trop du genre costume. Je suis quelqu'un d'assez simple et authentique, donc Oui, voilà, j'aime m'habiller aussi de façon simple et pratique et un peu cool, quoi. d'accord. Que te faut-il pour créer? Ah, de la bonne humeur, tout simplement. C'est super important. Non, mais ça te fait Oui? rire, mais moi, je suis convaincu que pour faire des belles choses, il faut être heureux. Parce que sinon, Ah, mais ça, attends, tu prêches une convaincue. C'est effectivement, et je crois de plus en plus. donc, la bonne humeur, c'est la base pour moi. Ah, complètement. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour la maintenir, cette bonne humeur? Parce qu'elle est jamais toujours là, mais il faut la travailler. Oui, c'est pas gagné tous les jours, je suis d'accord. Non? Non? Alors, que fais-tu pour l'avoir? Notamment par, on en parlait tout à l'heure, mais l'équipe, les relations avec les collègues, c'est super important et ça permet de maintenir cette bonne humeur même dans les moments un peu plus compliqués. Mhm. Alors, est-ce que tu as une heure où les idées te viennent plus facilement? Pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait de règles. Non, je pense pas qu'il y ait de règles sur le moment où les idées m'arrivent. On aimerait pouvoir contrôler ça sans doute, mais malheureusement, ça arrive un peu de façon impromptue. D'accord. Et alors, quel est le déclic pour démarrer une formule? Souvent c'est une rencontre, une émotion qu'on a envie de retranscrire. Alors une rencontre, ça peut être avec une Oui. personne ou ça peut être avec un ingrédient ou même juste une odeur qu'on aura croisée dans la rue, ou quelqu'un qui porte un parfum et qui passe devant un bouquet de lavande et ça fait un mélange un peu bizarre qui va nous inspirer un nouvel accord ou des choses comme ça. C'est très varié. Mm. Quel est le brief de parfum idéal et est-ce que tu as un exemple ou une anecdote? Oui, alors moi ce que j'aime dans les briefs, c'est nos clients sont super créatifs et nous donnent une variété de briefs assez large. Donc, je suis surpris à chaque fois, il y a pas de routine de ce côté-là, donc c'est génial. Mais une anecdote, par exemple, Oui. moi souvent je prends énormément de notes pendant les briefings parce que c'est un des moments où il y a plein d'idées qui arrivent. Bon, c'est fait pour, hein, tu vas me dire. Il y a ce côté très Oui. stimulant en Oui. termes de créativité. Et par exemple, je me souviens du briefing de Salvatore Ferragamo quand il nous avait briefé pour Signorina Misteriosa, le flacon noir à l'époque. Et une des Oui. images du brief était une chaussure de Ferragamo, un modèle des années 60, il me semble, où c'était une chaussure noire où le cuir Oui. était
comme avec des petits points et qui donnait beaucoup de texture à la chaussure. Et moi, directement, ça m'a évoqué comme une mûre. Vous voyez, ce côté légèrement alvéolé et un petit peu brillant. Et en même temps, il y avait une texture qui n'était pas celle de la mûre, qui était plus comme quelque chose de duveteux, que j'associais à quelque chose de mousseux. Et directement, pendant le brief, je m'étais écrit faire un accord mûre et mousse au chocolat. Et mousse de vanille, pardon, pas mousse au chocolat, quelque chose de mousseux. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai gagné le projet. Et c'est une très belle mûre à la vanille fleur d'oranger, donc je suis très très fier. Oui. Ça sera pour un autre, celui-là, cet accord. Et quel est le pire de tes briefs? Oh là, ça c'est difficile. Je ne veux pas me faire des ennemis, mais non, ben si, j'ai une expérience récente. Comme tu le sais, IFF travaille avec l'ENSAD, qui est une école de mode. Donc tous les ans, les élèves de l'ENSAD viennent présenter à l'équipe de parfumeurs leur projet. Et nous, on choisit de travailler avec tel ou tel élève suivant le projet qui nous inspire le plus. Et l'année dernière, il y avait un des élèves dont le projet était autour des attentats du 13 novembre au Bataclan. Oh là là, ça m'a juste fait froid dans le dos quand il m'a expliqué ce projet. Je me disais, oh là, j'arriverai jamais à travailler avec lui. Donc voilà, personnellement, ça a été un truc où je me suis dit, bah non, là, c'est pas possible, je ne pourrais pas. Mais bon, ça n'en retire rien à la qualité créative de cet élève, dont le projet est très beau. Oui, mais c'est vrai que ça... Et c'était pas inspirant pour moi. Non, je comprends. Alors maintenant, on va s'attarder à tes parfums. Quel est le premier parfum que tu as porté avant de devenir parfumeur? Ah, c'était Azzaro pour homme. C'était un cadeau de ma maman. Donc j'étais tout jeune adolescent et très, très beau parfum. Elle est bien choisie. Quels sont pour toi les mythes absolus en parfumerie et pourquoi? Oh, il y en a tellement des très grands parfums, c'est difficile de choisir. Peut-être le Chanel 19, j'ai une affection particulière. Je trouve que c'est un parfum en termes d'équilibre qui est tellement beau. Et ce que j'aime aussi, c'est il évoque la nature, alors que... Oui, il a une petite note verte. Hein. Ouais, c'est un parfum très vert. J'aime beaucoup les notes. C'est un parfum très très vert. Mais ce que Complètement. je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas justement, c'est pas une nature figurative. C'est une nature qui fait un peu fantasmer pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ça fait à la fois vrai et fou en même temps, et c'est tellement beau. D'accord. Il y en a d'autres? Ou c'est surtout celui-là? Des parfums que je trouve mythiques, il y en a tellement. Mitsuko, par exemple, j'adore. C'est pour moi c'est l'invitation au voyage à l'état brut. Ou plus récemment, je suis très fan d'Alien, par exemple, que je trouve aussi absolument incroyable en termes de lisibilité, ce qui est très important pour moi. Mais il y en a énormément. D'accord, ok. Et est-ce que tu as une famille olfactive de prédilection? Non, pas vraiment. Non, pas de. Mes goûts ont un petit peu changé quand j'étais en termes de parfums que je porte d'un point de vue purement personnel. Je parle. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'aimais les parfums très puissants, plutôt sombres. On parlait d'Azzaro, j'ai porté aussi Anteus, j'étais longtemps égoïste, enfin, donc des parfums très très opulents. Et c'est vrai que mes goûts ont évolué vers des choses plus fraîches, plus cologne, plus vertes, voilà. Mes goûts ont un peu évolué en matière de parfumerie pour moi, je parle. Après, D'accord. Et en termes de travail, est-ce que tu as des familles où tu te sens plus en adéquation ou plus à l'aise que d'autres? Non, j'aime la variété, moi. Franchement, j'aime la diversité. Donc, non, je pourrais pas dire que j'ai une famille de prédilection. À quoi pour toi reconnaît-on ton style? Alors, ça, c'est toujours une question un peu piège pour un parfumeur, mais en général, on me dit que c'est plutôt ce que me disent mes collègues et nous, on a toujours du mal à se définir, mais au final, par contre, on reconnaît très bien le style de nos collègues. C'est assez drôle. Donc, en général, on me dit que mes parfums sont assez contrastés et assez lisibles. Donc, voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime
accomplir. Alors certes, tu as eu une solide formation dans les naturels, comme tu as pu nous le dire, mais quel est ton regard sur la synthèse et comment l'appréhendes-tu? Très très positif, je suis même heureux que tu me poses la question. Je pense vraiment que la synthèse est indispensable à notre palette créative, vraiment. Et je trouve que parfois il y a une espèce de diabolisation qui est faite de la synthèse et des ingrédients synthétiques. Pour moi, n'a pas lieu d'être. Enfin, Oui, ça l'avènement de la c'est... parfumerie moderne, c'est quand même les grands parfums comme la Fougère Royale et plus tard Chalimard qui reposent sur des molécules de synthèse. Et encore après, le numéro 5 qui a permis de sortir de... Je parlais tout à l'heure de parfumerie Absolument. figurative. Et justement, la synthèse a permis de sortir de cette parfumerie figurative pour donner un libre cours à la créativité des parfumeurs, ce qui est donc indispensable vraiment. Voilà, donc la Mhm. synthèse, il y a des molécules qui sont absolument sublimes et hors de prix et qui sont indispensables aux parfumeurs. Oui. Et quelles sont celles justement que tu apprécies Oui. Je crois que un de mes premiers, une molécule toute simple, mais un de mes premiers chocs olfactifs, ça a été quand j'ai découvert l'ISO Super. Donc ça, Oui. c'est quand j'ai commencé à travailler au contrôle qualité, parce que c'était la première fois que je sentais quelque chose que j'arrivais vraiment pas à décrire. Donc je voyais bien que c'était un petit peu boisé, mais en même temps que ça me faisait doudou, presque très enveloppant. Enfin, c'était et directement, j'ai trouvé ça juste sublime, quoi. Ça faisait presque un parfum en soi. Et j'aime toujours beaucoup cette note. Certes, tu as une solide formation dans les naturels, mais quel est ton regard sur la synthèse? 100% synthétique ou un parfum 100% naturel, je trouve que ça a beaucoup de limites. Ce qui est très beau, c'est de laisser la créativité, de jouer les ingrédients se répondre. Souvent, les molécules de synthèse répondent. Il faut savoir qu'un ingrédient naturel, finalement, c'est l'assemblage par la nature de plein de molécules différentes. Donc, et c'est là l'art du parfumeur, c'est d'arriver à trouver d'autres ingrédients qui vont faire écho aux molécules qui sont présentes dans l'ingrédient naturel pour le faire irradier. En fait, les notes de synthèse n'ont pas la même vibration que les notes naturelles. Elles parlent différemment. Parle différemment, absolument. J'ai lu que tu détestais la routine et que tu étais souvent l'un des premiers à utiliser de nouveaux ingrédients. As-tu un exemple parmi les parfums que tu as remportés et qui pourrait l'illustrer? Projet, on voulait travailler un parfum rouge, je savais que le flacon allait être rouge, et du coup j'ai eu l'idée de travailler ce lys, parce que pour moi ça évoquait quelque chose de très aristocrate, et je trouvais que c'était important pour ce monde de McQueen, qui avait quelque chose comme ça de statutaire et un petit peu décadent, et je trouvais que le lys l'incarnait beaucoup. Et pour le rendre beaucoup plus McQueenien, je dirais, je l'ai travaillé autour d'un accord à la fois très très épicé et avec un accord poudre à canon. Donc vraiment quelque chose de très explosif et détonnant, presque cuiré, une overdose de poivre, de bay leaf, donc quelque chose de très très épicé. Et ouais, je trouve que c'est une très belle création. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet accord à canon? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Un accord que j'ai construit qui était basé sur un living. On a une technologie chez IFF qui consiste à analyser des choses odorantes qui ne sont pas exploitables en parfumerie. Donc que ce soit des fleurs, des fruits, mais également des choses plus inertes. Et ça, à partir du moment où on a une odeur, on peut utiliser cette technologie. Donc j'avais un living poudre à canon qui est à ma disposition, que je trouvais hyper intéressant, à part de molécules très puissantes, des phénols, des choses compliquées à doser, mais grâce à cette technologie, ça nous permet de faire des accords assez innovants et sensationnels. Un de tes premiers wins en parfumerie fine fut pour la créatrice irlandaise Oria Kelly, créatrice de mode et d'accessoires. Que peux-tu nous dire sur ce premier win? Ah oui, bien sûr, c'était mon premier win de Fine, donc je m'en souviens très bien, qui
j'imagine que c'est quelque chose qui marque la carrière d'un parfumeur. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de rencontrer Orla Kelly, dont je connaissais le travail parce que j'ai travaillé et habité en Irlande. Donc je connaissais son univers. Elle a un univers très très marqué, très coloré, très Irish, je trouve. En plus, j'appréciais beaucoup. Donc j'étais un peu impressionné. Et en fait, une femme adorable, très gentille, avec plein d'idées. Du coup, on a créé un parfum, un parfum un peu patchwork, je pourrais dire. Je trouve que ça colle bien à son univers, où il y a plein de choses. On a de la figue, du thé, de l'osmanthus, du chocolat. Donc, c'est un parfum un peu complexe, mais on y retrouve plein de souvenirs. Donc, c'était un moment agréable. Et c'était aussi ma première collaboration avec Anne Flippo, avec qui j'ai toujours travaillé énormément. Donc oui, c'est un projet important pour moi parce que ça a marqué plein de nouvelles étapes. Est-ce que le parfum existe encore? Orla Kelly existe toujours, travaille toujours, bien sûr, ça marque. Le parfum, je pense qu'il a été discontinué. Je ne sais pas si c'est encore sur le marché, je ne suis pas sûr. On parle d'un parfum qu'on a créé il y a au moins 15 ans. Tu viens de nous parler d'Anne Flippo. Raconte-nous pourquoi tu aimes travailler avec elle et qu'est-ce que tu admires chez elle. Anne, c'est quelqu'un, alors déjà, c'est un très très grand parfumeur, donc on a énormément à apprendre de personnes comme elle. Et on s'entend très bien sur le côté, on est tous les deux très rigoureux. Et du coup, je pense que ça marche très bien, on aime beaucoup travailler ensemble parce que ça roule, quoi. Il n'y a pas de conflit et c'est juste super agréable. On est juste dans l'échange créatif, mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est toujours des belles collaborations. Et si mes souvenirs sont bons, Anne aime les notes vertes et aime la campagne. Absolument. Anne est très note verte, note campagne, les notes florales, fleurs d'oranger. Elle a un univers très, très, très à elle. Peu de temps après ton premier win, tu remportes Aromatics in White. Comment as-tu abordé une telle icône de la parfumerie américaine? Mais avant tout, peux-tu nous rappeler ce qui a fait le succès d'Aromatics Elixir, créé par Bernard Champ en 1972? Alors oui, c'est aussi un très très beau souvenir professionnel. Comme tu le disais, Aromatique Elixir, c'est un monument de la parfumerie. Je pense que pour tous les parfumeurs, je pense pas connaître un de mes collègues qui ne dirait pas qu'il admire ce parfum. L'overdose de patchouli, bien sûr, mais pour moi, ce qui est vraiment important dans Aromatique Elixir, c'est ce sillage incroyable. C'est un sillage à la fois très mystique. On a évidemment le patchouli, mais aussi tous les aromates, la camomille, les baumes. Ça crée vraiment, c'est presque, pour moi, ça varie entre un parfum et une odeur presque. Il y a quelque chose de totalement enveloppant et envoûtant. Et ça a été mon angle d'approche pour créer Aromatic in White. Alors bien sûr, c'était un peu, il va avec des pincettes, hein, parce que comme tu le disais, c'est impressionnant comme projet. Mais plutôt que c'était pas du tout l'idée d'une flanquerisation, donc on n'est pas, évidemment, je n'ai pas la formule d'Aromatic Elixir pour commencer, et c'était pas l'idée de faire quelque chose d'olfactivement proche, mais moi j'ai axé mon idée sur cette histoire de sillage envoûtant et captivant, et pour le rendre plus moderne, j'ai décidé de le créer autour d'un axe de patchouli cœur, donc un patchouli d'LMR, une fraction où le patchouli est très clair, c'est plus comme une note boisée verticale, presque ambrée, on peut débarrasser du côté beaucoup plus lourd et sombre du patchouli, et d'un nuage de musc assez complexe, parce que j'ai joué sur un accord musqué qui joue sur les différentes évaporations du musc, donc des muscs linéaires, notamment l'édénolite, qui a une évaporation très forte, qui apparaît en tête, jusqu'à des muscs très substantifs et plus animaux comme la bellanone, un autre musc qui a l'IFF. Et comme ça, j'ai réussi à obtenir un sillage très différent de celui de l'Aromatics, mais néanmoins envoûtant et captivant, et tout en apportant de la modernité. Donc je pense que c'est ce qui a charmé les équipes de développement et ouais, qui a fait un beau succès sur le marché. J'ai même eu la chance d'avoir été contacté par une dame qui était utilisatrice d'Aromatic Elixir et qui me disait « Mais j'ai jamais pu utiliser un autre parfum parce que j'aime tellement mon Aromatic. » Et du coup, quand j'ai essayé l'Aromatic in White, j'y croyais pas trop.
Et en fait, j'adore et je suis super contente de l'utiliser. Ça m'a fait tellement chaud au cœur, j'étais super contente. Écoute, moi je l'ai aussi beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était effectivement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, mais tout en ayant une âme et quelque chose à dire. On y retrouve un petit peu une petite filiation avec Aromatics Elixir, mais il a aussi sa vraie personnalité. Ah, merci beaucoup. On pourrait presque dire hasard ou coïncidence. En fait, tu as travaillé et tu as remporté Éclat de fleurs de Lanvin, un clin d'œil au parfum de ta grand-mère. Alors raconte-nous cette histoire. Alors, immédiatement, quand ce projet est arrivé, je me suis dit, arpège, mamie, ce projet, il est pour moi, il faut que j'y arrive. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de le remporter. Et effectivement, le brief était d'une floralité, mais sur une floralité assez abstraite. On ne voulait pas que ça sente trop directement des fleurs précises. Donc, j'ai travaillé un bouquet assez complexe autour du frésia, de la rose, du jasmin sambac. Donc ça, c'est vraiment le bouquet de fleurs. Et en fait, il repose sur un grand socle qui est un santal propre. En fait, je me souviens quand on a parlé d'arpège, je te disais que pour moi, c'était l'odeur de ma grand-mère et que c'était à la fois un santal poudré avec une odeur savonneuse. Du coup, je l'ai réinterprété en idée de santal propre, donc en l'occurrence un santal plutôt boisé ambré pour garder ce côté propre et très très radiant. Et c'est vraiment le socle de ce gros bouquet floral. Courrèges Parfum vient de lancer une belle collection qui s'appelle Les Colonnes Imaginaires. Il y en a 4 au programme et tu as fait 2050 Berry Flash. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la collection et de ton parfum ? C'était vraiment l'idée, entre guillemets, de réinventer le monde des colognes. Il s'appelle même 2050 Berry Flash. Donc c'était imaginer la Cologne de 2050, ce qui est toujours un sacré challenge. Et pour ça, j'ai imaginé que ma Cologne, à la place des citrus, qui sont les notes classiques de la Cologne, j'allais jouer avec des notes fraîches, mais plutôt sur les épices et les aromates. Donc c'est un gros top épicé de feuilles de laurier, de baies de genièvre, muscade, cardamome, qui donne énormément de fraîcheur, qui repose sur un socle très très boisé de cyprès et de cèdre. Et j'ai un joli géranium aussi qui joue la charnière entre le cœur et le fond du parfum. Donc on reste tout le temps sur une grande fraîcheur, mais qui perdure en fait. Et c'est ça la modernité de la Cologne. C'est effectivement une Cologne épicée et légèrement thé, mais pas trop, ce qui je trouvais très bien. Et en fait, pas si musqué que ça. C'est pas un parfum musqué, absolument. Moi j'adore les colognes musquées, mais en l'occurrence ça a déjà été fait, donc on a cherché d'autres accords. Alors, est-ce qu'il y a un autre parfum dont tu aimerais nous parler que l'on n'aurait pas évoqué ? Oh là, il y en a beaucoup dans les parfums que j'aime, mais récemment, une aventure particulière est avec la marque Bastille, une nouvelle marque dont tu as entendu parler, je crois. Et Oui. Du coup, c'était très intéressant parce qu'en fait, on a d'abord été abordé sur la question de créer des parfums 100% naturels. Il y a eu une discussion qui s'est installée avec la marque Bastille et en fait, j'en ai expliqué que je voyais que c'était limitatif en fait, comme en termes de palette pour moi, qu'il y avait plein de jolies notes qui ne me seraient plus accessibles. Et à force de travailler, de discuter, on est parti sur un concept de 95% naturel qui laissait la possibilité d'utiliser quelques ingrédients synthétiques mais très qualitatifs, très puissants, qui donnent toute cette tenue, ce sillage et cette modernité. Parce que malheureusement, le travers parfois des parfums 100% naturels, c'est que ça manque un petit peu de modernité, forcément. Donc j'ai trouvé que le parti pris de cette marque était vraiment très intéressant et du coup j'ai eu beaucoup de plaisir à formuler Bataille pour la marque Bastille, qui était au départ l'idée du festival Burning Man aux États-Unis. Donc immédiatement j'ai pensé au patchouli parce que déjà j'aime beaucoup le patchouli, tu vas me dire, oui. mais en plus et les notes boisées en général, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai. Mais le patchouli pour Burning Man, en fait, ça coulait de source parce qu'il y avait cette idée de festival et du coup, ça rappelle ce Mhm. monde quand même un petit peu hippie. Et du coup, j'ai travaillé un patchouli assez simple, mais tout en contraste. Donc, il y a vraiment ce départ brûlant des épices qui va très bien avec le patchouli et un fond beaucoup plus liquoreux sur du d'Havana, labdanum qui donne cette sensualité, cette suavité au parfum. Oui, c'est vrai que sa note est surprenante. On a du mal à savoir où on est, mais on est intrigué, ça c'est clair. Ah, c'est un parfum qui laisse pas indifférent, je pense. Écoute, je trouve ça chouette de la part de... je crois que c'est Marie-Hortense Varin qui est la créatrice de Bastille, C'est ça, absolument. d'avoir su t'écouter et d'avoir réouvert en acceptant 5% de synthèse. Mais quelle était pourquoi voulait-elle à ce point c'est un 100% naturel? Ben, je pense que au début, c'était juste sur un côté, comme évidemment, elle voulait faire un parfum très qualitatif et pour elle, le 100% naturel était gage de qualité, ce qui est un message que je peux comprendre, mais au final, les Mhm. matières de synthèse ne sont pas moins qualitatives, mais c'est quelque chose qu'il faut expliquer et montrer à nos Oui, clients et même aux consommateurs, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a un rôle éducatif totalement. parce que c'est pas quelque chose qui coule de source en fait. Quand on parle d'un bel absolu jasmin, tout le monde comprend bien le côté qualitatif. Quand on parle d'un très beau musc qui peut Absolument. être plus cher qu'un absolu jasmin, les gens se disent c'est de la synthèse et ne comprennent pas forcément ce côté qualitatif de l'ingrédient. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Je pense que peut-être notre industrie qui a été tellement secrète à garder ses secrets de formules, d'ingrédients pendant des dizaines d'années, a installé une opacité Mhm. et voilà, peut-être que maintenant il est temps de s'ouvrir un peu plus, d'échanger. Et comme tu le disais, en fait, quand on explique et qu'on échange, on nous comprend très bien et du coup on adapte pour faire de très très beaux parfums. Absolument. Mais donc, si je t'entends bien, c'était pas de sa part une volonté d'être dans ce côté vegan, naturel, on sauve la planète et ce genre de choses. Il y avait une volonté de transparence en fait. Si tu vas Mhm. sur le site des D'accord. parfums Oui. Bastille, tu vas voir que les formules sont déclarées. Donc on voit exactement ce qu'on achète. Donc D'accord. Oui, donc son motto, c'était la transparence. exactement. Et du coup, je pense que ça rentre un peu dans ces nouvelles notions qu'on appelle clean fragrances, D'accord. qui sont comme ça respectueux du consommateur en termes de qualité, de transparence et voilà. Après, on peut évidemment, pourquoi pas, le faire vegan ou il y a plein de moyens d'aborder le sujet, mais Oui, mais tu trouves pas que quand on dit vegan, c'est un non-sens puisqu'on n'utilise plus de matières premières naturelles? ah, alors, non, non, c'est faux. On utilise énormément de matières premières naturelles. C'est les matières premières animales qu'on utilise quasiment plus. Non, 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 alors attends, pardon. Animal, je veux dire, je dis des bêtises. Mais non, il reste quand même, parce que c'est plus vaste le concept de vegan, parce que ça veut dire on n'a pas le droit d'utiliser des ingrédients qui ont déjà été testés sur des animaux. Donc, chez IFF, on a la chance, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a jamais fait ça, mais pour certains fournisseurs, ça peut être un problème. Il y a par exemple des ingrédients comme l'absolute cire d'abeille, qu'on utilise encore Tout à fait. énormément, mais pour le concept vegan, c'est comparé à de la maltraitance animale, en fait, parce qu'on utilise le travail D'accord. de... On ne peut pas utiliser la cire Mhm. d'abeille, par exemple. Il y a d'autres cas, par exemple l'ambrétolide et d'autres ingrédients qui sont limitatifs pour ce genre de projet. Qu'est-ce qu'un bon parfum pour toi? Un bon parfum, c'est tout simplement un parfum qui transmet une émotion, je pense. Ouais, une réponse simple. Donc, du coup, c'est très vaste et très personnel surtout. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à toucher un consommateur, on a fait le job et on peut dire que c'est un bon parfum. Alors maintenant, on va aller vers un questionnaire perso. Est-ce que le parfum a une influence sur ton moral? Ah oui, je pense que sur le mien et je pense que sur tout le monde, c'est hyper important. Je pense Mhm. juste qu'il y a certaines personnes qui s'en rendent pas compte, mais je pense que ça a Oui. une influence sur notre morale, évidemment.
Est-ce que tu parfumes ta maison ou c'est plus sur toi? Par contre, je suis pas friand de parfums Mhm. d'intérieur parce que souvent je les trouve trop puissants et trop envahissants et comme parfois je travaille aussi à la maison, Oui. ça peut perturber mon travail. Par contre, ce que j'adore, et ce serait mon parfumage de la maison, c'est le linge qui sèche. Et du coup, il y a cette odeur de lessive qui se répand dans tout l'appartement et ça, j'adore. Alors, tout d'un coup, me vient une autre question. Est-ce que tu fais partie de ces parfumeurs quand tu vas à l'hôtel qui arrivent avec tes draps ou qui changent les draps parce que tu n'aimes pas l'odeur des draps de l'hôtel? Non, je vais pas jusque-là, mais c'est vrai que parfois, ça me dérange. Oui, oui, c'est Oui. sûr. Alors, et le parfum des draps, mais souvent, il y a des parfums d'ambiance dans les chambres d'hôtel que parfois je trouve trop puissants et trop envahissants, et ça peut me déranger, effectivement. Quel est ton truc anti-stress? Le bois de santal, je dirais. J'ai tout le temps à proximité soit un flacon de bac santal ou un petit objet en santal. Et je trouve que c'est une odeur tellement apaisante que moi, immédiatement, bah déjà, ça Mhm. m'emporte, ça m'emmène en voyage, rien que l'odeur. Et du coup, ça m'apaise. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Tu l'as découvert à quelle occasion? Écoute, oui, ça fait quand même très longtemps. Quand j'étais enfant, un de mes oncles qui voyage énormément me ramenait toujours des cadeaux de tous ses voyages. Et il m'avait ramené d'une petite statuette en bois de santal. Et c'était une odeur pareil, que je connaissais pas forcément. C'était très nouveau pour moi. Et c'est génial. Dès qu'on le gratte un peu, ça exhale cette sublime odeur et ça sent encore, quoi. Ça sent pendant des années. C'est absolument incroyable. Donc oui, c'est un doudou, sans doute, cette odeur quelque chose qui me rapporte à mon enfance et qui me rassure depuis longtemps. Quel est ton geste écolo? Moi, je pense que je suis quelqu'un essaie de faire attention à la planète, tout simplement. Bah, dans mes transports, déjà, j'ai une voiture électrique. J'essaie de privilégier les transports en commun quand je le peux et le transport ferroviaire à chaque fois que je le peux. Donc oui, je pense que ce sont mes gestes les plus importants. Quels sont les autres, tes hobbies en dehors du parfum qui lavent l'esprit et te changent d'air? Le plus important pour moi, je pense, après j'ai plein de hobbies comme tout le monde, hein, mais vraiment ce qui est le plus important pour moi, c'est mes amis. Je sors beaucoup et j'ai vraiment besoin de les voir, d'échanger, d'aller prendre un verre ou un café, suivant l'heure, et de rigoler. C'est vraiment tellement important pour moi. Et sinon, tu aimes la musique, tu continues à lire des choses sur l'égyptologie ou moins? Oui, j'aime toujours beaucoup les voyages et tout ce qui est autour de l'histoire, que ce soit des documentaires, de la lecture, cinéma, mais un peu comme tout le monde. Après, je peux pas dire que je suis un fin connaisseur sur un art en particulier. Je suis juste quelqu'un de très curieux, donc j'aime beaucoup, Oui. oui, échanger. Et c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec les gens quand même. J'aime bien découvrir en rencontrant des gens. Je pense quelqu'un qui est dans l'échange. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc, place à la note gourmande. Donc, en fait, je t'avais demandé de penser à une recette ou un cocktail et de nous l'expliquer et de nous dire pourquoi tu l'aimes. Alors, il y a un cocktail que j'aime beaucoup, c'est le Spritz. Un cocktail très simple que Oui. je pense tout le monde connaît. Et j'adore ça, mais pour le faire évoluer et changer un petit peu, j'ai travaillé et j'ai fait autour un Spritz au yuzu avec une liqueur de yuzu. Et après, Oui. donc liqueur de yuzu, prosecco, glace, très simple. Après, tu mets un tour de moulin de poivre de Sichuan et quelques Mhm. gouttes Mhm. d'angostura, un bitter qui donne ce côté un petit peu D'accord. gentiane, amer. Ouais, puis ça donne l'amertume parce que finalement, dans l'apérole, il y a ce côté l'apérole ou le Campari, encore plus le Campari. Moi, Mhm. je préfère le Campari pour le spritz. Il y a vraiment cette amertume qui est très très importante et du coup, on peut pas faire un spritz sans amertume à mon sens. Et la liqueur de yuzu apporte pas assez d'amertume. Il y a beaucoup d'acidité, ça c'est top. Du coup, Stura permet Bien. de Mhm. retrouver cette amertume et du coup, on a ce côté à la fois citrus, acide et amer, mais sur un registre gustatif totalement différent du spritz classique. Je vous invite vraiment à l'essayer, c'est très simple et c'est délicieux. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'amertume? Parce que je me souviens, tu nous as dit que c'était quelque chose qui t'intéressait en parfumerie. Et gustativement, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'amertume?
En fait, l'amertume, gustativement, c'est ce qui va donner cette longueur en bouche. C'est ça qui est très, très intéressant parce que du coup, c'est un peu le goût, entre guillemets, c'est une expression maladroite, mais de reviens-y. Il y a quelque chose comme ça qui donne envie. Et du coup, pour moi, c'est une nouvelle forme de gourmandise qui est plus subtile que le sucre. C'est plus difficile à manier, mais je pense que c'est aussi plus efficace quelque part. Donc oui, c'est vraiment un concept que je trouve hyper intéressant. Il y a un côté love and hate avec l'amertume. Il y a quand même Oui, oui, c'est vrai. tellement de gens qui vont dire ah là là, ça j'aime pas, c'est amer. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'une pointe d'amertume bien dosée, c'est ce qui va faire que ces personnes-là, elles vont pas juste aimer un mets, elles vont l'adorer. Écoute, merci beaucoup pour ce bel échange. Avec plaisir, Bettina, j'étais ravi de pouvoir discuter. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien!